Guerre et économie dans le monde grec au 5e et 4e siècle avant notre ère. Depuis plus de 70 ans, en Europe occidentale, la guerre est absente. Autrement dit, tous ceux qui ont moins, je dirais, de 75 ans n'ont pas vécu la guerre et par conséquent, cela ne peut pas participer de leur imaginaire, en tout cas de leur vécu immédiat des souffrances qu'ils ont pu vivre, tant sur le plan physique que sur le plan alimentaire, que sur le plan moral. En revanche, l'imaginaire, la guerre fait partie de nos représentations, certainement, mais comme quelque chose de lointain. L'armée belge, l'armée française, pour ne prendre que ces deux cas, puisque ce sont les pays dans lesquels je vis, n'ont pas connu, excusez-moi, je ne sais plus ce que je disais, oui, excusez-moi, l'armée belge et l'armée française combattent ou ont combattu sur des terrains très lointains, à des milliers de kilomètres du pays, et donc cela ne nous affecte pas directement, sauf dans le cas de la France, lorsqu'il y a des soldats, des cadavres, qui reviennent du Mali, par exemple, de régions africaines, ou qui reviennent d'Afghanistan. Ce n'était pas le cas dans les sociétés d'antan, dans les sociétés de jadis. Jusqu'à une époque très récente, tout individu connaissait, dans le courant de son existence, une guerre sur le territoire de son pays. C'est ainsi que la guerre était présente, était une peur, était même une angoisse constante pour la population. La guerre coûtait très cher et c'est ainsi que jusqu'à une époque récente, à nouveau, jusqu'au XXe siècle, et encore, vous savez qu'au XXe siècle, il y a eu 2 guerres mondiales qui ont eu des conséquences dramatiques, eh bien, on peut dire que la guerre absorbait une partie très importante du budget des États. On peut même dire que la guerre était le premier poste des dépenses. D'ailleurs, jusqu'au début du XXe siècle, on ne parle pas de ministère de la Défense, on parle de ministère de la guerre. Donc le changement de terminologie prend toute son importance, puisque défense est une forme d'euphémisme qui correspond à une réalité, évidemment, sur le plan géostratégique, pour nos régions, certainement, mais en même temps, on sait très bien que depuis la création de l'SDN et surtout de l'Organisation des Nations Unies, de l'ONU, la guerre est proscrite, sinon en tant que moyen de défense, justement, devant une attaque d'un pays tiers. Aujourd'hui, je vais m'attacher à un cas particulier qui est celui du monde grec à l'époque classique. Et en fonction de l'importance des sources que nous possédons, essentiellement au cas d'Athènes. Car Athènes nous a laissé des documents nombreux, ce qui n'est pas le cas
des autres cités grecques. Athènes, de plus, a été, ne serait-ce que par sa position dominante, au 5e siècle, une puissance qui a connu la guerre 2 années sur 3. Autrement dit, au 5e siècle, et même encore au 4e siècle, on peut dire que les Athéniens étaient en guerre 2 jours sur 3. Évidemment, il s'agit d'une moyenne qui n'a pas de signification, évidemment, concrètement, dans la chronologie. Mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Au 5e siècle avant notre ère, Athènes connaît, comme d'autres cités grecques, bien entendu, les guerres dites médiques, les guerres pour se défendre contre l'armée perse, dans les 2 premières décennies du 5e siècle. Ensuite, dans la 2e moitié du 5e siècle, toujours avant notre ère, il y a la guerre du Péloponnèse. Dans la première moitié du 4e siècle, Athènes lutte pour l'hégémonie avec Thèbes, avec Sparte. Il y a donc cette lutte entre ces cités. Et enfin, dans la seconde moitié du 4e siècle avant notre ère, la Macédoine se fait de plus en plus menaçante avec Philippe II, qui finit d'ailleurs par défaire une coalition de cités grecques à la bataille de Chéronée en 338. Et puis il y a bien sûr les conquêtes d'Alexandre. Autrement dit, on voit que la guerre est constamment présente dans le vécu, mais aussi dans l'imaginaire des Athéniens. Je vais m'attacher ici à un aspect plus particulier qui est un véritable phénomène de société, c'est-à-dire la guerre, non pas seulement ou pas tellement ici dans ces aspects militaires qui ne m'intéresseront que subsidiairement, que les rapports que la guerre entretient avec l'économie, ou plus exactement que l'économie entretient avec la guerre. Les catégories des Grecs ne sont pas nos catégories. Ça paraît une évidence, mais quand on n'est pas historien, quand on n'est pas spécialiste de l'Antiquité grecque, on n'est pas philosophe, qu'on n'est pas familier des textes classiques grecs, cela ne va pas de soi. Pour vous en donner un exemple, Jean-Pierre Vernant, initialement le grand helléniste français qui est décédé il y a quelques années, à 93 ans, si mes souvenirs sont bons, avait entamé une thèse sur le concept de travail chez les Grecs pour voir si effectivement on pouvait, les Grecs avaient la même perception du travail que nous. Donc la question des catégories mentales est un problème tout à fait essentiel. Ici, on va voir dans quelle mesure l'économie est primordiale dans le phénomène social, la guerre, et s'il est vraiment le déclencheur, l'élément indispensable dans les motivations qui sont à l'origine de ce phénomène guerrier. Mon exposé va comprendre 2 parties. Dans un premier temps, il sera question des différentes interprétations, tant des anciens que des modernes, pour essayer de comprendre quelles sont les motivations de la guerre. Pour voir si celles-ci sont d'abord économiques, ce qui viendrait naturellement à l'esprit d'un de nos contemporains, comme cause essentielle,
ou si au contraire, dans le cadre de la cité grecque, et j'apporte déjà ici un élément de réponse, encore faut-il le démontrer à partir des sources, ce n'est pas le politique qui prime finalement, même si les éléments économiques ne sont pas absents, comme on va le voir. Le terme guerre en grec se dit polémos, qui a donné le terme polémique en français. Le terme politique vient du terme polis, c'est-à-dire la cité, c'est-à-dire non pas la ville, mais l'État qui comprend, comment dirais-je, une ou plusieurs villes et ses campagnes. Donc, une cité comprend donc deux éléments essentiels, la ville ou les villes et les campagnes qui sont par ailleurs tout à fait complémentaires. Il n'y a pas lieu d'établir ici une dichotomie entre les deux. La ville, c'est ce que les Grecs appellent l'asti ou l'astu, et la terre, la campagne, si vous voulez, c'est ce qu'ils appellent chora. C'est H-O, oméga, hein, R-A, la chora. On va voir d'ailleurs que cette terminologie, ces concepts, ces réalités plus exactement, vont revenir dans le cadre de mon exposé. Quant au terme économie, il vient de mots grecs, oikos, qui est la maison, et d'autre part nomos, qui est la loi. Par conséquent, l'économie, c'est d'abord, étymologiquement, la gestion de la maison. Donc, de la maison, je dirais, je vais faire une redondance, mais qui est tout à fait voulue, de la maison domestique, des affaires domestiques. À partir de là, l'économie est devenue, par la suite, l'art de gérer donc aussi une cité, mais au sens grec profondément, l'économie concerne le budget de la maison, les rentrées et les sorties. Donc un bon économiste, c'est quelqu'un qui gère bien ses terres et qui gère bien, si je puis dire, les deniers, enfin les drachmes, en l'occurrence pour Athènes, de la cité. Voilà. Donc là aussi, il faut éviter de faire des anachronismes et de plaquer sur une réalité ancienne des termes qui viennent du grec, mais qui n'appartenaient pas exactement au même champ sémantique qu'aujourd'hui. La langue évolue, les mots évoluent, et par conséquent, il faut faire très attention à ce niveau-là. Donc, dans un premier temps, il sera question donc des interprétations sur les causes de la guerre, et puis, deuxième partie de mon exposé, il sera question de la vérification des thèses qui sont apportées par les anciens et par les modernes pour justifier, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. On va voir s'il y a adéquation donc entre les interprétations et l'analyse des faits. Faits qui vont être mis à l'épreuve quant aux liens qui unissent d'une part la guerre et l'économie. Pour les anciens, quelles étaient les causes des guerres? On va voir tout d'abord ce qu'en pensent les philosophes et ensuite les historiens. Les philosophes qui sont en quelque manière les idéologues de la cité. Platon, tout d'abord, considère que la cause de la guerre est avant tout liée à l'acquisition de biens
Et parmi ces biens, il y a bien sûr les esclaves, puisque les esclaves n'ont pas de personnalité juridique. Les esclaves, ce sont des animaux. Ce sont des animaux qui parlent. Mais ce sont des animaux qui, utilisés comme instruments de travail, sont intéressants, puisqu'ils trappent, comment dirais-je, puisqu'ils vont participer de la richesse de leur maître, des rendements des terres, des rendements des mines, par exemple. Ensuite, son successeur, Aristote, qui lui vit au IVe siècle, puisque Platon est à cheval sur le 5e et le 4e siècle, Aristote, lui, va en partie dans le même sens, puisqu'il considère que les guerres ont pour fonction d'acquérir des esclaves. Maintenant, qu'en pensent les historiens? Donc, on vient de voir qu'ici, pour les deux philosophes parmi les plus célèbres du monde grec classique, ce sont des considérations donc économiques qui interviennent. En ce qui concerne maintenant, mais vous remarquerez, économique, mais dans le cadre de la gestion des biens, c'est-à-dire dans le cadre de la gestion, je dirais, de l'organisation de la maison, de l'oikos. Les historiens maintenant, je vais en prendre deux, les plus célèbres bien sûr, tout d'abord Hérodote et ensuite Thucydide. Hérodote considère que la guerre a des causes divines, donc surnaturelles si je puis dire, et d'autre part des causes politiques. C'est ce qu'il explique dans les différents chapitres, livres plus exactement, qui ont pour titre chaque fois le nom d'une des 9 muses, comme vous le savez. Et donc dans l'édition que j'ai, l'édition dans l'édition des Belles Lettres, avec la fameuse chouette qui est l'emblème, le symbole d'Athènes, dans l'édition que j'ai ici en français, c'est donc dans le tome 2, sur les 2 tomes que comprennent donc les histoires. Donc les histoires, c'est-à-dire les enquêtes qu'Hérodote a effectuées pour comprendre le monde de son temps ou qu'il avait précédé immédiatement. Évidemment, quand il remonte plus loin dans le temps, ça devient de plus en plus douteux. Donc on peut dire qu'Hérodote, oui, c'est le père de l'histoire, mais c'est avant tout un journaliste qui essaye de se documenter, de bien se documenter, mais il n'est pas encore, je dirais, tout à fait au top. Hein, ce n'est pas encore Thucydide qui fait intervenir bien davantage la raison et élimine la plupart du temps, le surnaturel. Donc en fait, c'est dans le tome 2 ici, qui est consacré principalement aux guerres médiques, que l'on verra ce que Hérodote pense quant aux origines des guerres médiques. Alors que dans le premier volume, qui est consacré donc aux 4 premières muses, il est question de l'histoire de l'Égypte et de l'Empire perse. Maintenant, Thucydide. Thucydide qui est peut-être le vrai père de l'histoire, même si ce n'est pas le titre qu'on lui a accordé. Que dit-il? Nous allons prendre ici, bien sûr, sa célèbre guerre du Péloponnèse. Alors, dans l'édition que j'ai, qui est en 2 volumes en Garnier-Flammarion, en traduction française, c'est donc bien le tome 1 que je vais utiliser. Alors, que dit-il? Voilà. Alors, c'est dans le livre 1, je dis bien, ça n'a rien à voir avec le tome 1 ici de la traduction française, je dis bien dans le livre 1 de la guerre du Péloponnèse,
au chapitre 23, il dit ceci. La guerre commença quand Athéniens et Péloponnésiens rompirent la trêve de 30 ans qu'ils avaient conclue après la prise de l'Eubée. L'Eubée, c'est cette île qui colle pratiquement, je dirais, à la Grèce, à l'Attique elle-même, la partie continentale de la Grèce, comme une longue sardine, si vous voulez, avec un canal, un chenal entre l'île et d'autre part le continent proprement dit. J'ai commencé par écrire les causes de cette rupture et les différends qui l'amenèrent pour qu'un jour on ne se demande pas d'où provient une pareille guerre. Donc vous voyez, il a vraiment ici une démarche historienne au sens moderne du terme. La cause véritable, mais non avouée. Donc vous voyez que l'historien, c'est quelqu'un qui ne, comment dirais-je, ne se contente pas de l'apparence, des discours qui sont tenus sur un événement, mais l'historien, c'est quelqu'un qui essaye de comprendre ce qui, de manière sous-jacente, explique les phénomènes sociaux, en l'occurrence ici la guerre. La cause véritable, mais non avouée, en fut, à mon avis, la puissance à laquelle les Athéniens étaient parvenus. Autrement dit, ici on est vraiment, il donne une explication qui est liée à l'impérialisme d'Athènes après les guerres médiques, après la création de la Ligue de Délos, qui permet à Athènes de profiter du tribut imposé à ses vassaux, un petit peu, je dirais, et qui a une position, je dirais, dominante, qui ressemble un petit peu, évidemment, il faut changer ce qui doit être changé, à la position des États-Unis dans l'OTAN. Donc, la puissance à laquelle les Athéniens étaient parvenus et la crainte qu'ils inspiraient aux Lacédémoniens qui contraignirent ceux-ci à la guerre. Donc on voit qu'ici, il n'est pas question d'économie, il est question de politique. Il est question de la survie des cités par rapport à une puissance dominante. Ça, c'est donc pour le livre 1, chapitre 23. Alors maintenant, je vais me rendre, toujours dans le livre 1, au chapitre 120. Alors, Thucydide réécrit des discours, mais en gardant la substance, du moins on l'espère, à des discours qui ont été prononcés par des leaders politiques pendant la guerre du Péloponnèse. Alors, voici le discours qu'il prête aux Corinthiens, à Sparte, les Corinthiens qui sont venus à Sparte, et qui, donc peu avant le début de la guerre, des hostilités. Je lis donc à partir du début du chapitre, c'est peut-être pas indispensable, je vais peut-être aller quelques lignes plus loin. Oui, allez, je reprends depuis le début, comme ça il y a une mise en contexte. Ô alliés, donc ce sont ici les Corinthiens qui s'expriment devant les Spartiates. Ô alliés, nous ne saurions plus reprocher aux Lacédémoniens, donc aux Spartiates, de ne pas avoir déclaré la guerre, puisque c'est précisément dans cette intention qu'ils nous ont rassemblés aujourd'hui. Ils ont eu raison, car il faut que les chefs, tout en réglant sur un pied d'égalité les intérêts particuliers de chaque cité, veillent à l'intérêt commun, puisque tous s'accordent à les honorer d'une manière spéciale. Et puis alors, ici, ça commence à devenir intéressant, il y a deux causes qui interviennent. Tous ceux d'entre nous qui ont déjà eu affaire aux Athéniens n'ont pas besoin de conseils pour se tenir sur leur garde. Mais il faut que ceux qui sont installés au milieu des terres,
c'est-à-dire de la chora en grec, et non au bord de la mer, sache bien ceci. En refusant leur aide aux populations maritimes, ils ne pourront qu'avec des difficultés plus grandes exporter leurs produits et recevoir ceux que la mer fournit au continent. Donc ici, il est clairement fait référence à l'impérialisme d'Athènes qui entraîne une diminution des échanges. Donc, la cause ici, c'est une cause politique, une cause qui entraîne des causes militaires, le cas échéant, a des conséquences commerciales, donc bien économiques. Qu'ils n'aillent pas faire fi de nos avis sous prétexte qu'ils ne les concernent pas. Et ici on est dans le deuxième argument, au contraire, qu'ils prennent garde. En abandonnant le littoral, ils risquent de voir le danger les atteindre également. Donc on voit ici que, dans la deuxième cause qui est invoquée, que la première des causes, qui certes est économique, est subordonnée finalement à l'essentiel, c'est-à-dire la survie de la cité, et là, on est bien dans une motivation pour se défendre d'ordre politique. Maintenant, ça c'est pour les anciens, on a vu que pour nos deux philosophes, Platon et Aristote, les causes seraient apparentées à ce que nous, aujourd'hui, nous appelons des causes économiques, puisqu'ils faisaient référence à l'acquisition de biens et d'esclaves. Les deux historiens ici, auxquels j'ai fait référence, c'est-à-dire Hérodote et Thucydide, eux font référence plutôt à des éléments politiques, ou quand ils font référence, je fais référence ici à Thucydide, quand ils font référence à des éléments commerciaux, donc ou économiques, c'est quand même subordonné à un aspect particulier qui est la défense, la survie de la cité. Ils parlent de la leur, Corinthe, mais ils essaient de convaincre donc à ce moment-là les Lacédémoniens, c'est-à-dire les Spartiates. Maintenant, qu'en pensent les historiens modernes, c'est-à-dire les hellénistes de la deuxième moitié du XXe siècle, qu'ils soient d'ailleurs français ou anglo-saxons? Alors, il y a tout d'abord ceux qui évoquent des causes économiques, au moins en partie. Il y a Yvon Garland, et il y a d'autre part Moses Finlay, qui a écrit un ouvrage célèbre, publié aux éditions de Minuit, écrit en anglais et traduit en français, qui s'intitule « L'économie antique ». Eh bien, ces deux auteurs, donc, comme je viens de vous le dire, considèrent que les causes économiques sont bien présentes, mais qu'elles ne représentent qu'une partie des motivations de la guerre chez les Grecs et plus particulièrement chez les Athéniens. Alors, il y a d'autres historiens qui considèrent que le politique est primordial en toute hypothèse. Il s'agit de Michel Austin, ou Austin, comme vous voulez, et d'autre part Pierre Vidal-Naquet, qui ont publié un livre qui contient d'une part une analyse comment dirais-je, de la société économique et de la société et l'économie en Grèce ancienne, mais qui comprend toute une série de documents qui sont bien utiles d'ailleurs lorsque l'on prépare un cours. Voici. Donc cet ouvrage a été publié chez Armand Collat dans la collection U2. Alors donc d'une part Austin et Vidal-Naquet et d'autre part Édouard Will dans une grande collection, la collection Peuple et Civilisation publiée aux presses universitaires de France,
dans le volume consacré au monde grec et l'Orient, tome 1, le 5e siècle, 510-403, lui fait, comme Ossine et Vidal-Naquet, référence aux causes politiques. Voilà. Donc, si l'on synthétise ici, on considère que, d'une manière générale, il y a quand même deux écoles. Il y a deux écoles, mais il y en a une qui privilégie plutôt le politique et l'autre l'économie, tout en ne niant pas l'existence de causes politiques également. Finlay, en particulier, sur lequel je ne me suis pas appesanti, explique, par exemple, que Philippe II, en 339, lorsqu'il lance une expédition contre la Scythie, c'est-à-dire le pays des Scythes, cherche très clairement à renflouer sa trésorerie. Donc là, les causes sont très franchement économiques. Passons maintenant, après, d'une part, ces sources antiques et ensuite les interprétations modernes, nous allons passer maintenant à l'analyse des faits qui, comme je le disais, est là pour corroborer ou au contraire pour aller dans un sens opposé à ce qui vient d'être présenté. Donc ici, on va essayer de tenter de voir les liens qui existent entre d'une part la guerre et d'autre part l'économie. Deux points seront abordés. Tout d'abord, le financement de la guerre et dans un deuxième temps, l'économie de guerre. Je commence donc par le financement de la guerre. Alors le financement de la guerre, il se fait par l'argent des citoyens eux-mêmes, l'argent des alliés, puisque je vous rappelle que les alliés, qu'il s'agisse des alliés des Athéniens ou des alliés des Spartiates, ils contribuaient à l'effort de guerre. Et j'ai fait référence à cette fameuse ligue de Délos, dans laquelle les vassaux d'Athènes devaient verser un tribut. Ensuite, il y a le butin accumulé lors de guerres précédentes qui participe également au financement de la guerre. Ce qui est important de noter ici, c'est que tant sur le plan stratégique que en ce qui concerne le coût de la guerre, il y a eu une évolution nette du 5e au 4e siècle. On peut distinguer en gros trois phases, deux pour le 5e siècle et enfin une autre phase qui se produit au 4e siècle. Au 5e siècle, la guerre se limite à la fois dans le temps et dans l'espace. On peut dire jusqu'au dernier tiers du 5e siècle, voire même jusqu'à la fin du 5e siècle. Limitation dans le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne fait la guerre qu'au moment de la belle saison, c'est-à-dire au printemps et en été. Limitation dans l'espace, cela signifie que une fois que l'on a gagné une bataille, on reste maître du champ de bataille, justement. À cette époque-là, stratégiquement, la Cora, souvenez-vous, c'est la terre, la campagne, sert essentiellement à acquérir du butin, à piller donc. C'est une politique de la terre brûlée qui est menée. Quant à la ville, l'Astie, l'Astude, dont il était question d'autre part, la ville est rarement prise, tout simplement parce que le système de fortification qui existait à cette époque-là était suffisamment important pour que la ville soit, le cas échéant, assiégée, mais ne soit pas prise.
Il faudra attendre plus tard, et je vais y revenir, il faudra attendre l'invention de machines de guerre, de machines de siège qui permettent effectivement de détruire les murailles et ainsi d'occuper la ville. Quels sont les caractères de la guerre à cette époque-là? Eh bien, on peut dire que à partir du dernier quart, et c'est la deuxième phase du 5e siècle avant notre ère, la Chora est abandonnée, la terre, donc les campagnes sont abandonnées à l'ennemi lorsqu'il y a attaque, c'est la stratégie de Périclès, donc la Chora d'Athènes elle-même, et d'autre part, la guerre devient essentiellement une affaire de professionnels, alors que jusque-là, c'était une affaire de citoyens. L'argent, à cette époque-là, vu l'augmentation des coûts qui lui sont liés, l'argent devient de plus en plus essentiel. Mais n'oubliez pas, mon objectif n'est pas tellement de nier l'existence de facteurs économiques, c'est de voir quelle est la place, ou plutôt quelle est la motivation de base de la guerre. Est-elle économique, politique ou autre? Et j'ai déjà annoncé la couleur en expliquant tout à l'heure que l'économique est subordonné à l'aspect politique. Au IVe siècle maintenant, il y a un certain nombre de facteurs qui expliquent le déclin du recours à la guerre. Il y a tout d'abord le fait que la guerre coûte de plus en plus cher. Athènes a des difficultés pour financer ses guerres. D'autre part, à partir du début de la deuxième moitié du 5e siècle, toujours avant notre ère, Philippe II, lui, parce qu'il possède les mines du Pangée, peut payer des fonctionnaires, des mercenaires, excusez-moi, ce qui n'est pas le cas des autres États grecs, je veux dire en grande quantité. Hein. Des mines de fer, donc, hein. De fer ou d'argent, maintenant je ne sais plus. J'ai un petit trou de mémoire. Ensuite, la guerre comme objectif recule parce que l'idéal panhellénique que j'ai traité dans une leçon antérieure progresse dans le courant du IVe siècle et surtout de la deuxième moitié du IVe siècle, ce qui peut paraître étrange puisque c'est le moment où justement la menace de la Macédoine est la plus importante, mais la paix dans le monde grec devient un objectif parce que les Grecs se rendent compte que face au monde qui les entoure, n'oubliez pas qu'il y avait eu les Perses au 5e siècle, qui étaient considérés, le Perse était vraiment l'étranger, c'était l'autre avec un grand A, les Grecs ont de plus en plus conscience de leur unité de langue, unité de religion, et ils se rendent compte que le particularisme qui les a bien conduits, bien souvent conduits à la guerre, à la division, au fond n'a pas beaucoup de sens, je veux dire, n'est pas rentable, et il y a une véritable lassitude qui s'installe. Voilà donc ce que j'avais à vous dire en ce qui concerne le financement de la guerre. D'autre part, l'évolution de la stratégie, l'évolution du coût de la guerre qui détermine évidemment en grande partie les rapports entre guerre et économie. Passons maintenant à l'économie de guerre. Donc la question que je pose ici est de savoir si la guerre
a été ou pas une source de revenus, de telle manière que la guerre, comment dirais-je, est permis effectivement à l'économie de progresser. Donc la question est de savoir ici si la guerre est davantage un trou sans fond ou est l'occasion d'avoir des ressources. Donc il s'agit ici de mettre dans la balance, d'une part, en quoi la guerre intervient positivement dans le budget de l'État ou négativement. Je commencerai tout d'abord par le développement de l'artisanat. Ce développement lié à la guerre est indubitable. On le trouve tout d'abord dans le domaine des armes, ce qui fait travailler les ouvriers métallurgistes, tant pour la fabrication d'armes défensives que d'armes offensives. Il y a ensuite les machines de guerre, et là il y a vraiment un gros effort d'innovation qui est perceptible au IVe siècle. Je vous en ai parlé, essentiellement pour les machines qui vont participer au siège de cités. Il y a de gros progrès techniques, et là on peut dire également que cela va contribuer, alors je ne dis pas à l'enrichissement de la cité, mais en tout cas à l'efficacité, aux résultats des menées guerrières. Et enfin, il y a bien sûr aussi les chantiers. Chantiers navals, comment dirais-je, développement des arsenaux, développement de la flotte militaire, développement également, construction d'enceintes plus puissantes, puisqu'il faut résister à ces engins, à ces machines de guerre, ces machines de siège dont il vient d'être question. Ça, c'est pour le domaine artisanal. Donc, quand on fait la balance, il est certain que même s'il y a eu un coût élevé, cela a permis, en tout cas les commandes qui ont été faites par l'État athénien vis-à-vis des artisans, des métallurgistes, vis-à-vis des, comment dirais, des entrepreneurs dans le domaine des arsenaux, tout cela a participé incontestablement à la mise au travail de gens, aux revenus d'une partie de la population et à l'enrichissement de ceux qui étaient, je dirais, de ceux qui fabriquaient toutes ces armes offensives, défensives, ou qui participaient aux constructions tant de la marine de guerre que des murailles. Maintenant, sur le plan commercial, après l'artisanat, les échanges se développent. Alors, comment se développent-ils? Alors, ils se développent tout simplement parce que, tout à l'heure, je vous ai expliqué que le recours aux citoyens est moins important qu'auparavant. Souvenez-vous que, au VIe siècle, 7e et 6e siècle, le développement de, comment dirais-je, de l'armement des hoplites et surtout de l'organisation en rang lorsque l'on se bat face à une armée étrangère, je dirais avec un système de cohésion où on est l'un contre l'autre, où le bouclier de l'un protège le bras de l'autre, de telle manière qu'il n'y ait pas de faille dans le dispositif défensif lorsque l'on part en rang face à l'ennemi. Cela avait contribué, en tout cas disent un certain nombre d'historiens, à favoriser une sorte de cohésion citoyenne. Et à partir du moment où on utilise de plus en plus souvent au IVe siècle des mercenaires, des soldats, souvenez-vous l'étymologie de soldat, ça vient du terme solde, l'on doit fabriquer davantage de monnaie, frapper
davantage de monnaie, y compris pour les États barbares contre lesquels on se bat. Eux aussi font appel à des mercenaires grecs pour se battre contre les Grecs, mais bon, l'esprit patriotique, comment dirais-je, n'était pas celui de la guerre de 14-18, certainement pas. On pouvait vendre ses services à cette époque-là, comme dans l'Italie de l'époque des condottières. Il faut donc multiplier les instruments monétaires qui, une fois entre les mains des mercenaires et des soldats, vont participer à l'augmentation des échanges. Ça paraît un canal un petit peu curieux, mais en tout cas, les hellénistes, en tout cas les spécialistes de cette période, considèrent que c'est un des facteurs, entendons bien, un des facteurs de l'augmentation des échanges. J'en arrive à ma conclusion. Alors, dans ma conclusion, je voudrais revenir sur des aspects des liens entre guerre et économie que j'ai évoqués. Tout d'abord, j'ai eu l'occasion de lire à 3 ou 4 reprises, la guerre a essentiellement des causes politiques. Quand je dis essentiellement, ça veut dire qu'il y a aussi des éléments économiques, mais ceux-ci sont la plupart du temps soumis à des considérations liées à la survie de la police, de la cité-État. Ensuite, deuxième chose, il y a effectivement, la guerre permet effectivement d'acquérir des richesses, du butin, des esclaves. La guerre permet effectivement de participer au développement de l'artisanat, pas de doute. La guerre aussi peut avoir des considérations stratégiques qui peuvent être liées aussi d'ailleurs à l'économie. Je pense en particulier à la nécessité de contrôler à partir d'Athènes la route vers la mer Noire, c'est-à-dire de contrôler les détroits en particulier pour accéder donc au pont Euxin, qui était le terme qui était utilisé donc à l'époque grecque pour la mer Noire. Et d'autre part, nous avons vu aussi que le contrôle des mines du Pangée, et maintenant j'ai ma solution parce que je m'interrogeais sur la nature de ces mines, mais il s'agit bien effectivement de mines de métaux précieux et non pas de fer. Effectivement, le contrôle des mines du Pangée permet à Philippe II de Macédoine de pouvoir frapper monnaie et donc de se payer une armée puissante. Je vous ai expliqué aussi, ce sera le troisième élément de ma conclusion, que le financement de la guerre, avec le temps, plus on avance vers le IVe siècle, ce financement devient de plus en plus onéreux. J'ai parlé des mercenaires, j'ai parlé des machines de guerre également, et que la guerre est un phénomène social au départ, un phénomène politique, face auquel s'exprime une certaine lassitude devant la progression de l'idéal pan-hellénique. Il me reste à vous montrer, outre tous les ouvrages que j'ai pu vous montrer dans le courant de mon exposé, dans la première partie de mon exposé qui concernait les interprétations des philosophes, des historiens anciens et modernes, il me reste à vous montrer quelques livres. Alors tout d'abord, sur la guerre elle-même, un ouvrage vraiment essentiel, sous la direction de Jean-Pierre Vernant, que j'ai cité tout à l'heure, le grand helléniste français, dans la collection Point Histoire. Il a donc dirigé un ouvrage qui s'intitule « Problème de la guerre en Grèce ancienne », où il montre bien d'ailleurs quels sont les 3 moments essentiels
où se dessine un nouveau visage de la guerre. À l'époque mycénienne, la guerre est une fonction spécialisée, puis avec la cité classique et avec la phalange des hoplites, la guerre devient politique. Ah, si je vous ai parlé de citoyens-soldats, et enfin, à l'époque hellénistique, c'est-à-dire celle que je n'ai pas vraiment eu l'occasion de traiter avec vous, puisqu'elle commence avec les grandes conquêtes d'Alexandre, avec les armées de mercenaires, la guerre va se séparer de la politique et va devenir donc une activité purement professionnelle au service du monarque. Alors, de François Chamou, la civilisation grecque, les grandes civilisations arto, voilà. Alors, il y a tout un chapitre qui s'intitule Polémos, c'est-à-dire la guerre. Et enfin, pour terminer, alors un ouvrage qui n'est pas si vieux que ça, enfin il date quand même d'il y a 13 ans, hein, donc de 2007, d'Alain Bresson, L'économie de la Grèce des cités, tome 1, Structure de la production, tome 2, Les espaces de l'échange, chez Armand Collin, dans la fameuse collection U. J'ai dit